Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les chaînes et les cycles dans les graphes simples. Je vais vous présenter différents types de chaînes et différents types de cycles dans différents types de graphes. Et je commence par les chaînes eulériennes, soit un graphe G avec un ensemble de sommets V et un ensemble d'arêtes A. J'ai un cycle eulérien, c'est un cycle qui contient une seule fois toutes les arêtes du graphe. Si j'ai, on va dire qu'il y a une chaîne eulérienne, s'il existe une chaîne qui contient une seule fois toutes les arêtes du graphe, la différence entre le cycle et la chaîne, c'est qu'il contient un cycle ou une chaîne. Et on va leur donner des noms différents. On va dire que le graphe est eulérien s'il contient un cycle eulérien. Et on va dire que le graphe est semi-eulérien s'il n'a pas de cycle eulérien, mais s'il y a une chaîne eulérienne. Voici un exemple d'un graphe. Concrètement, avoir une chaîne eulérienne, c'est qu'on peut tracer toutes les arêtes du graphe sans lever le crayon. Ici, est-ce que c'est possible de tracer le tout? Vous pouvez faire des essais, mais oui, c'est possible. Quelque chose qui ressemble à ça. J'ai réussi à tracer la figure. La chaîne que je donnais, c'est A, B, B, C, C, D, D, B, B, E, E, D, D, A et A. Ça ressemble pas mal à ça, mon dessin que j'avais fait. Ici, j'ai un exemple de graphe eulérien. Il est possible de tout le tracer et on va finir au même endroit qu'au départ. Vous vous souvenez, on partait à A, on finissait à E, fait qu'on rajoute ça et on revient au point de départ. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Fait que ce graphe-là est eulérien et voici le cycle qui contient toutes les arêtes. Comment on fait pour savoir, à part essayer, faire de l'essai-erreur, pour savoir si un graphe est eulérien ou non? Puis il y a un théorème assez puissant qui l'indique. Si G est un graphe eulérien, si seulement si tous les degrés de ses sommets sont pairs. Et G est un graphe semi-eulérien si seulement si il y a exactement deux sommets de degrés impairs. C'est des théorèmes assez puissants car c'est des si seulement si. On regarde la condition. Si la condition est respectée, il est eulérien. Si la condition n'est pas respectée, il n'est pas eulérien. Même chose ici. On respecte la condition. Si c'est respecté, semi-eulérien. Si c'est pas respecté, il n'est pas semi-eulérien. C'est quoi l'idée? C'est certain que juste s'imaginer que quand on se promène en suivant les arêtes, quand on traverse un sommet, on augmente le degré de 2. On arrive, on augmente de 1, on repart, on augmente de 2. Et si on finit au même endroit qu'on a commencé, je suis parti, ça faisait un impair parce que je suis pas revenu, mais à la fin, comme je reviens, je complète la parité, mais ça devient un non-pair. Si je pars d'un endroit qui est impair, tous les sommets que je traverse sont pairs, j'arrête à un autre endroit, c'est impair. Fait qu'on voit que dans un sens, ça va bien. Dans l'autre sens, c'est moins évident. La démonstration, je donnais une idée intuitive, c'est qu'on trouve plein de cycles dans le graphe, et tous les cycles sont de degrés pairs. Fait que si on superpose, pour que le graphe soit connexe, si on superpose tous les cycles, dès qu'on arrive à un sommet, on fait tous les cycles possibles par rapport à ce sommet-là, on continue le cycle qu'on est en cours. Et comme ça, c'est certain qu'on est capable de trouver une chaîne eulérienne ou un cycle eulérien, cependant si le départ c'est le même sommet que l'arrivée. C'est un peu ça l'idée de la preuve, je voulais juste en parler rapidement. Fait qu'on regarde ici, sans le trouver, on regardait les sommets 3, 4, 2, 4, 3. C'est les degrés des sommets. Il y a deux impairs. Je suis certain qu'il est semi-eulérien. Je regarde l'autre. 4, 4, 2, 4, 4, 2. Les degrés sont tous pairs. Je suis certain qu'il est eulérien. Maintenant, je vais définir un autre concept qui est la chaîne hamiltonienne. J'ai encore un graphe. On va dire que G a un cycle hamiltonien si c'est un cycle qui contient une seule fois tous les sommets du graphe. Contrairement à tantôt, c'était toutes les arêtes. Ici, c'est tous les sommets. Comme c'est un cycle, il y a juste le départ qui va se répéter à la toute fin. Et on va dire qu'une chaîne hamiltonienne, c'est une chaîne qui contient une seule fois tous les sommets du graphe. Encore une fois, ici, le sommet est différent de l'arrivée. On va dire que le graphe est hamiltonien s'il y a un cycle hamiltonien. On va dire qu'il est semi-hamiltonien s'il y a une chaîne, mais pas de cycle. Fait des exemples. Ici, c'est un graphe semi-hamiltonien. Je peux partir d'ici, toc, 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 j'arrive ici. J'ai trouvé une chaîne. Est-ce que je peux trouver un cycle ici? Non, on va essayer de le justifier un petit peu plus tard pourquoi. Soit j'ai un graphe simple connexe à n sommets, n plus grand que 3. Si chaque sommet est au moins de degré n sur 2, alors G est hamiltonien. Et une deuxième partie, ça vient de Dirac, cette partie-là, moi je vais fusionner les deux. Si la somme des degrés de toute paire de sommets non adjacents vaut au moins n, alors G est hamiltonien. Ici, je ne ferai pas la démonstration. C'est un théorème quand même moins puissant que tantôt parce que c'est un si alors. Le graphe peut être hamiltonien sans que la condition soit respectée. C'est pour ça que la condition, c'est pas un absolu. Je regarde ça. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas conclure. Même chose qu'ici, je regarde cette propriété-là. Si je n'ai pas la propriété, je ne peux pas conclure. Par exemple, je regarde ici.
Ici, j'avais un graphe qui est un cycle hamiltonien assez évident. Est-ce que les théorèmes permettaient de conclure? Non, car selon le théorème de Dirac, il faut que chaque sommet soit de degré au moins n sur 2. Si j'ai 6 sommets, est-ce que tous mes sommets sont de degré 3 ou plus? Non, j'ai 2 sommets de degré 2. Il ne permet pas de conclure. Autre exemple, si on essaie l'autre partie A, il faut que toute paire de sommets non adjacents soit au moins n si j'additionne les degrés. Ici, j'ai fait l'énumération de tous les sommets non adjacents. Le A il est adjacent à tous les sommets sauf au C. Je fais la somme degré 4, degré 2, ça fait 6. C'est au moins égal à n. J'ai fait pour toutes les paires sauf la paire C et F. Quand je les additionne, ça donne juste 4. Je ne suis pas certain que le graphe est hamiltonien à cause de ça. Mais on sait qu'il l'est, mais le théorème ne permet pas de conclure. Pour montrer qu'un graphe est hamiltonien, comme je dit, soit qu'on utilise des théorèmes, soit qu'on trouve le cycle. Pour démontrer qu'il ne l'est pas, il faut utiliser d'autres types d'arguments. Ici, on avait prouvé qu'il est semi-hamiltonien parce qu'on trouvait une chaîne qui fonctionnait. Par contre, est-ce que je suis certain qu'il n'y a pas de cycle? Ici, on remarque que si on enlève cette arête-ci, le graphe devient en deux composantes connexes. Comme le graphe n'est plus connexe, on avait une arête. Si je parcours cette partie-ci, je traverse, je vais parcourir cette partie-ci. C'est impossible que je revienne parce que j'ai deux composantes connexes. C'est comme des arguments qu'on peut utiliser pour démontrer qu'il n'est pas hamiltonien ou qu'il n'est pas semi-hamiltonien. Maintenant, on s'est intéressé à des chaînes dans un autre type de graphe, les graphes valués. Qu'est-ce qu'un graphe valué? Tout simplement, on rajoute une fonction de coût à chacune des arêtes. Dans tous nos problèmes qu'on va utiliser, c'est les réels positifs. Ultimement, pour avoir des coûts négatifs, des fois des coûts infinis, des choses comme ça. Pour nous, ça va juste être des coûts de réels positifs. À quoi ça sert de mettre des coûts? Il y a plusieurs problèmes qu'on peut résoudre. Nous, on va s'intéresser au problème du chemin le plus court entre deux sommets, et c'est l'algorithme de Dijkstra qui donne la solution. À quoi ça sert l'algorithme du chemin le plus court? Quand on demande un itinéraire à notre GPS, à Google Maps, à n'importe quelle application, ils font des algorithmes très très semblables à Dijkstra pour trouver le chemin le plus court. Je vous présente l'algorithme rapidement. J'ai un graphe, j'ai une fonction de course, sommet de départ, fonction d'arrivée. Ensuite, j'initialise un tableau avec des valeurs infinies à tous les sommets. Ici, les sommets sont numérotés de 1 à n pour faciliter l'algorithme. Ensuite, le sommet de départ, je mets un coût égal à 0. L'algorithme de Dijkstra, on part toujours du sommet le plus petit. J'insère l'ensemble des sommets, tant que l'ensemble des sommets est là. Ensuite, je regarde c'est qui dans l'ensemble ici qui a la valeur minimale dans le tableau. Ici, ils sont tous à l'infini, il y en a un qui est à 0. Le sommet qui a la valeur minimale, c'est le sommet de départ. Mais on va réitérer ceci dans une boucle tant que. Je l'enlève de l'ensemble Q. Ensuite, pour tous les sommets adjacents, je calcule le coût si je passe, comme il est adjacent, il glisse une arête, si je passe par ce sommet-là et je l'additionne au coût que j'ai du sommet de départ. Au départ, c'est 0, mais par la suite, quand j'applique un sommet qui a un coût de 7, je regarde les arêtes. Ah, lui, il a un arête de 3, aller à l'autre sommet me coûte un coût de 10. Ensuite, je le compare avec le coût actuel qu'il y a. Si je l'améliore, s'il est plus petit, je mets à jour la valeur. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous les sommets adjacents, je regarde dans ma liste c'est quel le plus petit, je l'enlève de la liste, je regarde si c'est sommet adjacent, si je fais des mises à jour, ainsi de suite. Puis à la toute fin, je retourne la valeur de TB. L'algorithme, on aurait pu changer le critère d'arrêt pour dire que une fois qu'on a enlevé B, l'algorithme s'arrête. Si le graphe est très 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 gros et A et B sont relativement près, ça vaut la peine de rajouter ce critère d'arrêt-là. Je vous ai fait un petit exemple de Dijkstra. Voici un graphe valué, c'est le graphe qu'on avait tantôt avec un coût pour les arêtes. J'initialise mon tableau, je mets des valeurs infinies partout. Ici, je veux savoir entre F et C. F, je le mets un coût à 0 et je l'enlève. Une manière d'enlever, c'est que j'ai comme enlevé les cases du tableau. Je ne peux plus y avoir accès à F. Je sais que j'aurai jamais une meilleure solution que 0. Tous les coûts sont positifs. Je regarde ces sommets adjacents. F, il y a deux sommets adjacents A et E. Puis je regarde les coûts, 5 et 4, c'était l'infini avant, c'est sûr que j'améliore. Ensuite, je regarde dans les sommets accessibles, ceux que j'ai pas mis les blancs, c'est quel est le plus petit? C'est le sommet E. Je l'enlève de mes sommets disponibles, je regarde ces sommets adjacents. Le E peut aller à F, mais il est barré, je ne le considère pas. Il peut aller à A, peut aller à B, peut aller à D. Pour aller à B, c'est quoi? J'avais déjà un coût de 4, j'ajoute 3. Pour aller à D, c'est la même chose, j'avais un coût de 4, j'ajoute 3. Pour aller à A, j'avais déjà un coût de 5. Est-ce qu'en passant par E, j'améliore? Ça, j'écrimine entre 5 et 4 plus 3. Ici, je ne m'améliore pas en passant par E. Je mets à jour mes valeurs.
Et je regarde dans les sommets ici, c'est quel le plus petit? C'est le A et je repars du A. Le A peut aller où? Dans les sommets qui restent, il reste le B et le D. Le B, je l'ai déjà avec un coup de 7. En passant par A, j'ai encore un coup de 7, ça ne change rien. Ici, le D, j'avais un coup de 7, mais en passant par A, j'ai un coup de 6. Je vais améliorer ma situation. Et le plus petit dans ceux qui ne sont pas en blanc, c'est le D. Je vais repartir du sommet D. Le sommet D, est-ce qu'il peut aller à B? Est-ce qu'il peut aller à C? Oui. Le C, c'est sûr que je vais améliorer la situation. Le B, je regarde si j'améliore. En passant par D, ça devient 10. Sinon, c'est 7. Fait ici, j'ai un coup de 13. C'est quel le plus petit dans ceux qui ne sont pas déjà? C'est le B. On voit que le B, j'arrive pas directement de D parce que c'était trop lourd. Mais c'est pas grave. Ils nous ont fait des sauts dans le graphe. Et je regarde le B, et il peut aller à C. J'avais déjà un coup de 13 en passant par B. Est-ce que j'améliore mon coup? Oui, j'ai un coup de 12. Fait, j'améliore. L'algorithme est fini, il retourne 12. L'algorithme tel quel, il fait juste retourner le coup, il retourne 12, il ne retourne pas la chaîne. Très facile à l'adapter pour retrouver la chaîne. Il faut juste faire le chemin inverse. À la fin, je finis avec C. Le C, il arrive d'où? Je regarde la colonne C, il arrive de B. Puis ensuite, je vais repartir de B. B, il arrive d'où? B, j'arrivais de E. Ensuite, je repars de E. Le E, il arrive d'où? Je partais de F. Fait que c'était mon point de départ. Fait que j'ai fini. Fait que je peux retourner cette chaîne-là. La chaîne-là, c'est F, E, B. Si on voit que en faisant le chemin à l'envers, je retrouve la chaîne. Donc, le chemin à coût minimal a un coût de 12 et F, E, B, C. Fait que voici, c'était des exemples de chaînes. On a vu eulérienne hamiltonienne et une chaîne à coût minimal dans un graphe valué par l'algorithme de Dijkstra. En même temps, on a vu les cycles eulériens et les cycles hamiltoniens. Fait que c'est un petit survol des différents types de chaînes et de graphes.